Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mystère, la violence humaine. Depuis la nuit des temps, l'humanité a largement prouvé sa capacité à bâtir des merveilles absolues, tout en commettant en parallèle les pires destructions imaginables. Alors, on va décrypter ensemble cette fameuse part d'ombre. La grande question qui se pose, c'est de savoir si cette violence est naturelle, profondément ancrée en nous, ou bien s'il est purement culturel. Pendant très longtemps, surtout avec la philosophie des Lumières, on a cru à un progrès moral continu de la civilisation. En gros, l'idée, c'était plus on avance dans le temps, plus on devient sage. Sauf que l'histoire moderne nous a réveillés avec une brutalité inouïe. C'est quand même frappant de réaliser que nos plus grandes avancées scientifiques et technologiques sont presque systématiquement devenus les outils parfaits de notre propre autodestruction. Et ce réveil brutal, il prend vraiment tout son sens au XXe siècle. Les deux guerres mondiales, avec leur barbarie complètement industrialisée, ont atteint des proportions inédites, fauchant des millions de civils à la chaîne. Face à l'ampleur de ce massacre, les penseurs de l'époque se sont retrouvés devant un dilemme terrifiant. Est-ce que cette violence meurtrière est un déterminisme biologique, un destin auquel notre espèce ne peut tout simplement pas échapper, ou bien s'agit-il d'un tragique accident culturel qu'on aurait très bien pu éviter ? Pour commencer notre enquête, faisons appel à notre premier expert, Sigmund Freud, l'illustre fondateur de la psychanalyse. Ce qui est captivant dans son approche, c'est le changement total de paradigme. Face au fracas absolu de la Première Guerre mondiale, Freud décide de ne plus analyser le conflit sous un angle purement historique ou politique. Non. À la place, il plonge directement dans les rouages complexes de l'esprit humain pour y chercher la racine du mal. Il y a une expression de lui, datant de 1915, qui résume parfaitement son état d'esprit. Il parle explicitement de la déception causée par la guerre. C'est une désillusion colossale. Et c'est d'ailleurs un sentiment qu'on ressent encore pas mal aujourd'hui quand on regarde l'actualité, non ? En observant l'immoralité totalement cynique des États et la cruauté d'individus pourtant éduqués, le monde intellectuel a vraiment vacillé. On s'imaginait que la haute culture servirait de bouclier contre nos instincts les plus sauvages. Son effondrement a mis en lumière une réalité très difficile à avaler. Alors, pour essayer de donner du sens à tout ce chaos, il faut regarder un peu comment fonctionne notre psychisme. Selon Freud, à l'intérieur de nous, dans ce qu'il appelle le ça, il y a une dualité, un coma permanent. D'un côté, on a Eros, la pulsion de vie. C'est tout ce qui est pacifique, créateur, la survie. Mais juste en face, en opposition constante, il y a Thanatos, la pulsion de mort. Une force aveugle et destructrice qui se tourne aussi bien vers les autres que vers soi-même. Si on suit cette logique, la violence serait donc bel et bien une donnée naturelle, totalement intégrée à notre esprit. Mais du coup, si cette fameuse pulsion de mort nous habite en permanence, comment ça se fait qu'on connaisse des périodes de paix ? Eh bien, c'est là qu'intervient la morale imposée par nos sociétés. Elle agit comme un immense filtre. Son rôle, c'est de sublimer, de contrôler avec des règles très strictes, voire de censurer radicalement nos instincts meurtriers. Sauf que, et c'est le point central de la théorie, la paix n'est qu'une répression temporaire. Dès qu'une guerre est déclarée, cette chape de plomb morale saute d'un coup. Et là, l'individu se retrouve avec la permission et même l'obligation terrifiante de déchaîner d'un seul coup toutes ses pulsions avec une fureur absolue et en toute légalité. Évidemment, ce constat psychologique amène une interrogation assez vertigineuse. Si on est foncièrement programmé pour détruire, pourquoi est-ce que l'humanité entière ne s'est pas encore rayée de la carte ? Pour résoudre cette énigme, il va falloir changer de perspective. On quitte la psychologie un instant pour regarder comment la nature, elle, gère ce fameux problème de violence. Petit détour par le règne animal. Ce qui nous amène à notre deuxième intellectuel, le biologiste autrichien et prix Nobel Konrad Lorenz. En tant que grand spécialiste du comportement animal, Lorenz a essayé de percer le secret de notre survie en comparant notre agressivité primaire avec celle des autres créatures sauvages. Et en faisant ça, il a mis le doigt sur un concept biologique absolument crucial. La clé de voûte de toute son analyse tient en un seul mot, l'inhibition. En biologie, ce processus physiologique fonctionne exactement comme un verrou de sécurité. Concrètement, l'inhibition empêche purement et simplement que les agressions au sein d'une même espèce ne se terminent systématiquement par un meurtre. C'est un mécanisme de survie évolutif gravé dans le corps des animaux et qui est tout simplement indispensable pour éviter qu'une espèce ne s'auto-détruise. Et c'est là qu'on découvre une logique évolutive aussi fascinante que troublante. Prenez les prédateurs qu'on pourrait qualifier de professionnels, comme le loup ou le corbeau. Ils sont équipés de véritables armes naturelles, des crocs redoutables ou un bec acéré. Mais en contrepartie, la nature leur a fourni une inhibition extrêmement puissante. Un loup ne va quasiment jamais égorger un autre loup lors d'un affrontement. A l'inverse, les espèces omnivores qui sont biologiquement inoffensives, sans griffes ni crocs mortels, comme la colombe ou l'être humain, eh bien, elles n'ont tout simplement pas ce verrou de sécurité. C'est très ironique, mais mettez 2 douces colombes, le symbole de la paix, dans une cage restreinte et elles n'auront aucune inhibition naturelle à se battre à coups de bec jusqu'à ce que mort s'ensuive. À la base, l'être humain naît donc biologiquement faible et inoffensif.
En temps normal, ce manque d'inhibition n'est pas un drame existentiel. Tout simplement parce que tuer quelqu'un à main nue suscite en nous une profonde répugnance naturelle. Mais c'est là que le progrès technique vient tout faire basculer. Comme le souligne Lorenz avec effroi, à partir du moment où l'homme peut simplement appuyer sur un bouton, il contourne totalement cette répugnance physique salvatrice. La technique crée une distance entre lui et son acte. Tuer à distance, ça change absolument toute la dynamique du meurtre. Qu'il s'agisse de tirer au fusil, de larguer une bombe depuis un avion, ou même d'activer des chambres à gaz, la technologie isole complètement le bourreau de l'impact perceptif de ce qu'il est en train de faire. Pour donner un exemple glaçant, la vue du sang et de la souffrance est tellement intolérable pour le cerveau humain que le régime nazi a justement basculé vers le système des chambres à gaz, en grande partie pour préserver la santé mentale de ses propres soldats, qui devenaient incapables de supporter visuellement les fusillades répétées. La technologie nous aveugle littéralement sur notre propre barbarie. Le bilan est donc particulièrement lourd. On a affaire à une espèce, la nôtre, qui ne possède aucun frein biologique contre le meurtre, qui est animée par des pulsions destructrices et dont la technologie permet désormais des massacres à l'échelle industrielle. Comment une telle anomalie évolutive peut-elle bien survivre ? Puisque ni la psychologie individuelle ni la biologie ne nous garantissent la paix, la solution doit impérativement se trouver ailleurs, à l'échelle de la société. C'est ici qu'entre en scène notre dernier intervenant, l'anthropologue français René Girard. Ces travaux sont fondamentaux parce qu'ils vont nous permettre de comprendre comment les groupes humains ont, depuis la nuit des temps, inventé des mécanismes culturels ultra complexes pour gérer, canaliser et réguler cette violence innée qui menace en permanence de désintégrer la communauté. Décortiquons ce mécanisme étape par étape. Pour Girard, tout commence par ce qu'il appelle le désir mimétique. En gros, on ne désire presque jamais un objet juste pour ce qu'il est, mais parce qu'on imite le désir de quelqu'un d'autre. Inévitablement, cette imitation crée une rivalité féroce. Et cette rivalité se propage très vite, dégénérant en une véritable crise de violence collective. Alors, pour éviter l'anéantissement mutuel, la société va faire un truc très particulier. Elle va concentrer toute cette fureur destructrice et la décharger sur une seule et unique victime, souvent isolée. C'est le fameux bouc émissaire. Un mécanisme complètement archaïque, mais qu'on observe encore tous les jours, que ce soit dans les cours de récréation ou lors des lynchages massifs sur les réseaux sociaux. Ce concept de bouc émissaire révèle d'ailleurs la fonction première de ce qui est sacré. Face au risque de chaos absolu et au cercle sans fin des vengeances personnelles, les sociétés ont mis en place des rites, des sacrifices et des religions. L'objectif de ces structures culturelles, ce n'est pas d'éliminer la violence, c'est impossible. C'est de la sublimer. En canalisant la cruauté vers des formes rituelles, codifiées et acceptées par tous, le sacrifice expulse la menace extérieure et parvient, presque par miracle, à ressouder le groupe. C'est exactement ce que René Girard résumait en 1972 quand il expliquait que le religieux déshumanise la violence, il la soustrait à l'homme afin de l'en protéger. Sans l'ombre d'une loi suprême ou d'une transcendance pour tracer une frontière ferme entre une justice légitime et une simple vengeance, tout l'équilibre s'effondre. L'opinion subjective de chacun devient la seule règle, l'escalade de la violence paraît soudainement légitime aux yeux de ceux qui l'exercent, et la brutalité à l'état pur reprend le contrôle de tout l'espace social. Alors, pour clore cette enquête, un constat assez clair s'impose. Ce serait totalement illusoire de croire qu'on peut gommer la nature humaine. Nos pulsions de mort, notre terrible manque d'inhibition face à un armement démesuré, nos rivalités mimétiques, tout ça forme le socle complexe de notre identité. Mais cartographier et comprendre avec lucidité ces mécanismes psychologiques, biologiques et sociaux, c'est notre seule véritable arme. À quelles conditions peut-on vraiment espérer réduire la violence à l'avenir ? Très certainement en refusant de détourner le regard. Car si la civilisation est notre seul rempart contre notre propre sauvagerie, la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si ce rempart est encore suffisamment solide pour nous protéger de nous-mêmes.